Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine avec nous dans Entrée des artistes avec mes chroniqueuses et chroniqueurs au singulier de choc. Marie-Caroline Morel, bonjour. Lisa Bretzner, bonjour. Bonjour Nadir. Il nous a manqué la semaine dernière parce qu'il était en RTT à la Grande Motte. Il est revenu. Zach Daranjo, bonjour. Salut, pourquoi la Grande Motte ? J'allais dire la Garenne-Colombe, mais c'est pas assez loin. C'est très beau la Grande Motte par ailleurs. Oui, la Garenne-Colombe aussi, faut pas moi tranquille, je suis pas la Grande Motte. Oui, jouer en Josa si tu préfères. Donc, mets la ville que tu veux, je m'en fous. Et notre invitée du jour, c'est bien parce qu'elle découvre vraiment l'émission et là, elle découvre une bande de malades mentales dès le début. Directement dans la bonne ambiance. Voilà. Roxane Le Texier, bonjour. Bonjour. Ravi de t'avoir parmi nous. Ravi aussi d'être là. Tu vas nous parler d'un spectacle, enfin de ton spectacle. Oui. Que j'ai eu la chance de voir l'année dernière, qui s'appelle T'as fait danser ma planète, qui est, on peut dire, un soliloque musical. Je me suis rappelé du mot. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire aller dans le dico, j'ai pas le temps de vous l'apprendre. Un soliloque musical autour d'une histoire de rupture. C'est exactement ça, tu as très très bien résumé. Soliloque musical, ça veut dire que je pense à voix haute pendant 1h15 en alternant voix chantée, voix parlée, mouvement, vidéo. Ouais, alors, je peux pas en dire beaucoup parce que sinon je dévoilerai plusieurs choses du spectacle, mais c'est quelque chose de très onirique et très poétique. Moi, j'ai eu l'occasion de voir et je crois que tu l'as un peu réactualisé, un peu renouvelé depuis entre Avignon de l'année dernière et cette année, je crois. Ouais, c'est ça en fait. Quand on est autrice de son propre projet, en fait, à un moment, il faudrait pouvoir tuer l'autrice, mais j'y arrive pas. Donc du coup, je continue à chercher, à développer parce que c'est toujours une forme en mutation. Et puis, comme j'écris sur l'intime et que l'intime évolue aussi, forcément, voilà. Et puis surtout, j'ai eu envie de prendre pas mal de retours que j'ai eus, qui étaient assez constructifs sur Avignon, parce qu'Avignon, ça sert aussi de laboratoire. Bien sûr. Et donc, j'ai fait un petit condensé de ça. J'ai gardé ce qui me semblait aussi porteur pour le projet. On a retravaillé avec les équipes. On s'est dit, OK, ça, c'est une bonne piste, machin et tout. Et du coup, on présente cette nouvelle version dans 2 jours. Et oui, parce que donc, en dehors du fait qu'elle sera à Avignon, on vous dira dans quelle salle tout de suite après, mais il y a une représentation exceptionnelle, dans 2 jours à Paris, au Théâtre de l'Archipel. Exactement. Jeudi à 20h. Donc pour ceux qui ne savent pas quoi faire jeudi, enfin même si vous avez quelque chose de prévu, annulez-le. Voilà. Et vous n'avez pas d'excuses. Allez au Théâtre de l'Archipel pour découvrir la planète de Roxane, dans une très très belle mise en scène signée Noémie Elbaz d'ailleurs. Redisons le titre, je suis pas sûre. T'as fait danser ma planète. Si, je l'ai dit. Si, je l'ai dit. C'est bien, Lisa, en fait. Non, mais c'est bien de redire, c'est de l'ancrage mémoriel pour les gens. En fait. Oui, mais bravo. C'est que les premières secondes de l'émission, t'inquiète pas qu'il va revenir. T'as fait danser ma planète. Ouais. Voilà. T'as fait danser ma planète. T'as fait donc danser ma planète. Voilà. On fait de la Ça va SMR. être horrible cette émission. On va parler comme Très ça joli pendant titre, 1 heure, ça va être insupportable. Maintenant, à vous les auditeurs. Voilà. Dans les bouchons, c'est honteux. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet de ton spectacle, on va faire une petite chronique, n'est-ce pas, Marie-Caroline? De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Puisque là, c'est un mystère pour tout le monde. Alors aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler d'une personne que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée quand j'ai travaillé dans un très beau théâtre parisien. C'est Sophie. Alors Sophie, c'est une jeune femme excentrique, drôle, très joyeuse et qui ne laisse pas indifférent, en tout cas moi. Elle m'a étonnée dès notre première rencontre par une énergie douce et folle, mais aussi par un style vestimentaire atypique. Et je vous dis ça car c'est pas anodin pour le métier, ou plutôt les métiers de l'ombre dont je vais vous parler aujourd'hui, car Sophie est habilleuse et costumière. Comme tous ces métiers de l'ombre artistique, celui-là a très vite attisé ma curiosité. C'est pour ça que j'ai proposé à mon amie Sophie de me parler de ses métiers et de son parcours personnel. Sophie a donc fait une formation de 5 ans, 2 ans dans le métier de l'habillage, après le bac, et 3 dans les costumes en licence. Ce qui me plaît particulièrement dans le parcours de mon amie, c'est ce pourquoi elle est arrivée là. Au lycée, elle s'est rendue compte que le prêt-à-porter ne lui était pas particulièrement accessible, parce que comme elle me le dit, on a tous une morphologie différente, et adolescents, on n'a généralement surtout pas les moyens. Donc c'est donc son désir vers ses 16 ans de posséder des vêtements personnels et uniques qui l'a amenée à la couture. Ce qu'elle adore dans la création de vêtements, c'est qu'il y a une interprétation de l'humain. Elle aime s'adapter à travers la morphologie de la personne, la géométrie du vêtement, et créer quelque chose qui lui ressemble, au départ pour elle, puis pour les autres. Pour parler de ses métiers plus précisément,
Il faut savoir que le métier d'habilleuse et celui de costumière sont deux choses complètement différentes. La costumière est dans la création du costume et travaille donc en amont du spectacle, tandis que l'habilleuse travaille dans le suivi des costumes durant l'exploitation du spectacle. L'habilleuse va habiller ou déshabiller les comédiens et comédiennes, ne dit rien à dire, quand il y a besoin. Par exemple, un vêtement historique comme de la corsetterie qui peut se mettre ou s'enlever tout seul, donc il faut quelqu'un évidemment dont c'est le métier, ou alors plus simplement un costume très rapide, dit quick change en anglais. Dans ce travail dense, il y a également la partie entretien des costumes, lessive, repassage, cirage de chaussures, réparation des petits trous et encore, afin qu'ils rendent bien et surtout qu'ils durent. Ayant travaillé aux côtés de Sophie, mais dans un autre côté, je me souviens de l'avoir régulièrement recoudre, repasser et raconter beaucoup d'anecdotes en chuchotant pendant les représentations. Et j'en viens à mon point préféré, et celui qui va à Sophie, en plus de tout ce qui a été dit précédemment, particulièrement bien, c'est le point social, entre guillemets, du travail. En effet, c'est pas dans le contrat spécifiquement, mais l'habilleuse est aussi là pour être la passerelle entre les comédiens, comédiennes et tout le monde du théâtre, la technique, la caisse, les ouvreurs, ouvreuses. Elle est également un vrai soutien moral pour les interprètes, et ça, faut le dire, ça lui va extrêmement bien. Elle appelle ça un rôle de grande sœur qui rassure, qui gère tout et qui est présente. Et au sein de ce petit théâtre parisien, même très beau théâtre parisien, il y a une véritable vie de famille et cela se rajoute à la passion du vêtement. Donc depuis 3 ans, Sophie jongle entre la création de costumes et habilleuse au départ, 95% habilleuse, et maintenant le pourcentage s'équilibre de plus en plus. Cela lui permet de cumuler des heures d'intermittence et elle s'y sent extrêmement bien. Pour conclure, aujourd'hui, à travers cette amie étonnante et passionnante, je célèbre les métiers de costumière et habilleuse. Alors, envie de changer de métier ? Ça donne envie. Bravo. Ouais. Bravo pour ça. Et elle préfère garder l'anonymat, on peut pas dire dans quelle tête cette demoiselle travaille. Oui, parce que le but était de raconter un petit peu le métier de l'ombre, mais pas forcément de spécifier de qui il s'agit. Voilà. Mais en tout cas, mais c'est vrai que à chaque fois que Marie-Caroline nous parle des entre guillemets des gens ou des métiers de l'ombre, c'est toujours passionnant parce que voilà, on met souvent les artistes en lumière. Bon, Roxane, elle a plusieurs casquettes, on peut rien dire là-dessus. Mais c'est vrai que les métiers de l'ombre, on en parle très peu. Et faudrait qu'ils aient autant le droit à la lumière que les artistes qu'ils habillent et qu'ils déshabillent. Et c'est le mot d'ordre qu'a donné notre chère Marie-Caroline, MC pour les intimes, depuis le début de cette émission. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit jeu ? Allons-y. Alors, j'explique la règle, puisque cette semaine, dans Entrée des artistes, on est sur le thème du musical, puisqu'on reçoit Roxane aujourd'hui, et je le dévoile, après-demain, nous recevons Sandrine Sebil, qui va venir nous parler des trophées de la comédie musicale. Super. Je me suis amusé à apprendre des comédies musicales qui sont connues, mais de les résumer à ma sauce. Donc, vu que j'ai un cerveau complètement barré, ça peut être très bizarre, dit comme ça. Donc, contrairement à d'habitude, on ne fait pas d'équipe. C'est chacun pour sa pomme. C'est chacun pour sa pomme, donc il n'y a pas besoin. Non, mais en fait, parce que Zach, aujourd'hui, Zach s'est mis à la place de Roxane, qui d'habitude veut des noms d'équipe, veut marquer les points. Là, il n'y a pas besoin... à la one again, comme on dit. Ok, je marque chacun les pour points sa quand même, pomme. t'inquiète pas. Oui, bien sûr, ça ne m'étonne pas de toi. Alors, donc, question de rapidité. Un gamin prétentieux s'enfuit après la mort de son père, en vrai assassiné par son frère, devient ami et grandit avec des hippies, tandis que l'oncle instaure une dictature à l'aide d'une communauté dangereuse et complètement abrutie. R ? Non. Hamlet ? Non. C'est dans la même ligne éditoriale ? Oui. Que Hamlet ou que... Oui. Hamlet avec des cheveux ? Non. Ça commence par un H. Non, ça... Alors, je vais Hamilton. je vais répéter. Alors, un gamin prétentieux s'enfuit après la mort de son père, en réalité assassiné par son frère, devient ami et grandit avec des hippies, tandis que l'oncle instaure une dictature à l'aide d'une communauté dangereuse et complètement abrutie. Wow. Alors, si je donne un indice, vous allez le trouver tout de suite. Vas-y, Ouais, donne ouais, l'indice. Le tout façon Zod Boval. Zod, Boval ? Oui. Le Roi Lion. Bah, le Roi Lion. Ah, c'est le Roi Lion. Alors ça, c'était Tu suffisamment sais que j'y ai, tendu. tu sais que j'y ai Ouais. pensé, après je me suis dit non, quand même pas. C'est le Roi Lion. Mais si, oui, si, c'est le et Roi qui est Lion. une réécriture d'Hamlet. Oui, à la bah base. C'est oui. pour ça que je disais qu'avec ah, Hamlet, t'étais pas loin. Eh oui. Mais il est pas prétentieux, Simba. Bah, Non. au début, si. Mais c'est un Je ado, te rappelle que quoi. sa C'est un première ado, chanson, c'est Je un voudrais déjà pléonasme. être roi. Moi, c'est pour ça que j'aurais Ouais, c'est jamais vrai. trouvé, parce que je trouve que, excuse-moi de Bah, dire, mais... Insouciant, j'aurais on est dû dire sur un doute de insouciant. la description.
Mais bon, c'est ton Il interprétation, commence c'est-à-dire pas pas de bien ce jugement, jeu, pas de voilà. jugement. Mais non, mais on me respecte pas dans cette émission de toute façon. Façon Zod Boval. Voilà. J'aurais dit Zod Vincennes, mais il y en a plus beaucoup qui le connaissent. Zod Boval, maintenant tout le monde le connaît. Alors, second spectacle, la vie d'un cabinet d'avocats lambda qui va voir son existence changer grâce à un billet de loto joué en groupe. Chance. Dit comme ça, il n'y a rien de particulier, sauf qu'ils ne savent que c'est s'exprimer qu'en chantant. C'est Chance, bien sûr, la comédie musicale d'Hervé de Volder, qui a maintenant plus de 20 ans d'existence et qui a été, je ne sais combien de fois, nommé au Molière. Hervé de Volder, qu'on embrasse d'ailleurs, qui joue un très beau spectacle en ce moment au Théâtre du Gymnase, La Crème de Normandie, qui est une pièce de théâtre musicale d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Alors celle... Merci Nadia. Non, mais- Pour ces recommandations. Mais brillantes. mais je suis là aussi pour ça, hein, qu'est-ce que tu crois? Alors, celle-là, il peut y avoir deux réponses possibles, mais j'en ai une en tête. Avec un spectacle comme celui-là, on n'aurait pas vu la Révolution française de cette manière. De 1789, les avant de la Bastille. Il y a celui-là, mais il y avait une autre. Moi, je pensais à celui-là, mais il y en avait un autre possible qui se joue d'ailleurs en ce moment. Sur la Révolution. La Révolution française aussi. Et moi, je pensais à 1789, les sabords de la Bastille. Et quel Roxane va autre, expliquer pourquoi j'ai pensé à ce spectacle-là. Pourquoi je parle de ce spectacle-là. Parce que j'ai joué dedans. Oui, Non. et parce Si. que tu jouais qui dedans? Marie-Antoinette. Voilà. Oh. Oui, parce qu'elle a joué Marie-Antoinette sur scène, Roxane. Oui. Donc, Mais ça va, j'ai gardé la tête ça sur m'a les fait épaules, rire. je Oui, crois. oui. Ça m'a fait rire, donc je voulais le placer, celui-là, c'était gratuit. Un mix entre le comte de Monte Cristo et Jack l'Éventreur, le tout ayant pour cadre un violon de crassouille dans lequel on peut disparaître d'un coup de rasoir et se faire bouffer sans inquiéter personne. Sweeney Todd. C'est Sweeney Todd, bien Bravo, sûr. bravo. Très joli. Voilà. Alors, celui-là, il est pas très connu, mais c'est plus avec les personnes qui l'ont joué que je voulais en parler. Un douanier zélé fouille tous les bagages d'un aéroport et empêche une bande de zouaves de pouvoir prendre l'avion avec une grosse valise. La grosse valise. La grosse Valsie, du coup. Non, mais alors, en fait, dans le dernier mot, il valse faut enlever des une valises. voyelle. Valse. Ouais. La grosse valse. La grande valse. Non, c'est ça. En fait, c'est une pièce de théâtre musicale qui date des années 70 qui s'appelle La Grosse Valse, qui avait été créée et jouée par une troupe de théâtre qui s'appelle Ça Les va peut-être Branquignoles. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et le personnage principal, ce fameux douanier zélé qui s'appelait le douanier Roussel, était interprété par Louis de Funès. Donc Louis de Funès énorme. a joué dans une pièce de chantait théâtre musicale. Et il chantait, oui, il Ok, chantait également. excellent. Il chantait, il dansait et c'était complètement burlesque et complètement décalé. Et ça s'appelait la grosse valse. Eh ben. Dernier spectacle musical. Dans un monde futuriste, enfin plus maintenant. Alors laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous Ok, plaît, ok. parce que celui-là j'ai pris du temps pour le Le trouver. buzzer, déjà. Dans un monde futuriste, enfin plus maintenant, des skinheads foutent le sbeul dans les rues tandis qu'une sorte de Donald Trump s'engage en politique secondée par une ancienne gloire du cinéma en manque de lumière, campagne perturbée par les skinheads et une présentatrice télé à qui ils ont retourné le cerveau. Starmania. Voilà. Bravo, bravo. Ouais, foutre le sbeul, ça m'a fait rire. Moi, j'ai pour ça que j'ai vu ça, je vais foutre le sbeul. Bien wesh. Ouais, c'était pas mal, comme ça, c'était mignon. Alors, Merci Nadir. mais non, mais de rien. Et encore, j'en avais plein d'autres en tête. J'ai dit non, ça allait être trop loin après. On va marquer une courte pause musicale, mais cette courte pause musicale va être un petit peu spéciale parce que on va être dans l'émission sans être dans l'émission parce que vous allez découvrir pendant les pauses musicales de ce direct quelques chansons faisant partie du spectacle de notre cher invité Roxane Le Super. Texier. T'as pu danser ma planète. Voilà, t'as fait danser ma planète. Et le premier extrait qu'on va vous faire découvrir, c'est une chanson qui s'appelle Le Désamour. Donc ça met un petit peu... Ça donne une quelques idée. indices. J'étais pas pour s'aimer moins fort, mais vient le jour où les efforts ont fait le tour. Il faut alors laisser l'amour vers d'autres ports, d'autres détours. Ne serait-ce alors qu'un calembour de s'aimer si fort au premier jour. Combien de temps encore compte à rebours? Le son de nos promesses n'est plus qu'une illusion. Là où l'on se disait pourtant, à l'heure de nos caresses, des je t'aime à foison, il ne reste plus rien à
à la vie, à la mort, y croire toujours. Malgré les torts, les beaux discours, chercher encore l'or et le velours. Le son de nos promesses n'est plus qu'une illusion. Là où l'on se disait pourtant, à l'heure de nos caresses, des je t'aime à foison, il ne reste plus rien d'intéressant. Face aux remords qui pèsent lourd, nos désaccords nous jouent des tours. Plus de métaphores et plus d'humour dans notre corps du désamour. Le son de nos promesses n'est plus qu'une illusion. Là où l'on se disait pourtant, à l'heure de nos caresses, des je t'aime à foison, il ne reste plus rien. Le son de nos promesses n'est plus qu'une illusion. Là où l'on se disait pourtant, à l'heure de nos caresses, des je t'aime à foison, il ne reste plus rien d'intéressant. Le désamour extrait du spectacle de Roxane Le Texier, T'as fait danser ma planète. T'as fait danser ma planète. Voilà. T'as fait danser ma planète. Voilà, elle a fait danser. Il a fait danser quoi? Sa planète. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ça pourrait être chiant pendant toute l'émission de faire comme ça. Il a fait danser quoi? Sa planète, d'accord. Donc, alors, on répète. Le quiz. Donc, tu vas faire une. Hein? Pardon. Non, j'ai pas entendu. Comme c'est le quiz pourrait être ça, tu vois. Il a fait danser quoi? Sa planète. Non, quand même, non. Un peu de respect pour l'artiste, elle est quand même là avec nous, quand même, voyons. Tout va bien. Voilà. Alors, comment ça va, Oui, ça va très bien. Je passe un super moment. Écoutez. Donc oui, donc ce morceau fait partie d'un spectacle. Donc il y a une douzaine de chansons dans Ouais, le c'est ça. spectacle. Ouais. On peut retrouver quelques-unes sur les plateformes Deezer, Spotify et tout. Mais ce qui est bien, alors je pense qu'à Avignon ce sera le cas, mais est-ce que ce sera le cas aussi à l'Archipel? Est-ce que le CD, parce que moi, alors j'ai une anecdote là-dessus, le CD, donc quand j'ai vu le spectacle, j'ai voulu acheter le CD et en fait la pochette du CD est d'une beauté. Tout a été fait main, c'était des fleurs séchées qui avaient été collées dessus. Et c'est absolument sublime. Tout a été fait main par Roxane. Bah ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'achète plus d'albums. Enfin, c'est très rare. Hein, ou alors peut-être plutôt des vinyles sous des formes de collection. Et du coup, j'avais envie que cet album soit comme une lettre d'amour qu'on déplie. Donc je me suis amusée à soigner le packaging avec une enveloppe comme ça, qui peut être destinée, des petits papiers à l'intérieur, des fleurs séchées. Voilà, c'était aussi mon petit kiff de faire ça pour proposer un packaging original, quoi. Mais c'est très très beau. Et je voyais ça et ça partait très très vite. Ouais. Donc est-ce que les Il y gens... en aura à l'Archipel. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce Ouais. que les gens Excellent. pourront acheter aussi Bah oui, de parce l'album à que l'Archipel? c'est vrai qu'il y a 6 chansons qui sont disponibles sur les plateformes, mais l'album en a Sur 13. 13, pardon. Voilà. Et du coup, pour avoir l'album en entièreté et un peu en exclusivité, parce qu'il est encore disponible nulle part ailleurs, il faut l'acheter en physique. Ah bah oui. Est-ce que entre Avignon et maintenant, il y a des choses qui ont été réenregistrées ou c'est vraiment le même album que tu proposeras à Paris comme à Avignon d'ailleurs? Alors l'album restera pareil parce que je vais pas refaire un nouveau pressage avec des nouvelles chansons. Par contre, sur le spectacle, il y a des nouvelles ambiances sonores parce que comme il y a des nouveaux tableaux qui ont été écrits, je suis retournée justement avec mon arrangeur Robinson Senporoka en studio, recréer des choses, faire des petits remixes de certains morceaux qui servent encore le propos d'une autre manière. Donc pour ceux, même si vous l'avez eu à Avignon cet été, il va falloir retourner à Paris si vous ne venez pas à Avignon. Et à Avignon, donc si vous y êtes par contre, alors là, on a carrément changé de lieu. Parce que lorsque j'avais vu ton spectacle à Avignon l'année dernière, c'était au Coin de la Lune. C'est ça, je C'était fais au Coin partie de la Luna, ouais. Et cette année, Mademoiselle joue son spectacle T'as fait danser ma planète. Où ça à la Scala Provence. Ouais. Voilà. Donc l'un des derniers théâtres qui a ouvert à Avignon cette année. C'est dans la salle de combien que tu vas être? Dans la salle de 60, la petite salle, parce que ce sera vraiment une petite bulle d'intimité. Et je suis trop contente parce que j'adore cette salle. Je trouve qu'elle a une âme assez particulière.
et vraiment une proximité aussi avec le public. Donc je suis trop contente de jouer là-bas, c'est un lieu sublime. J'avais adoré jouer au Coin de la Lune, vraiment en plus l'équipe de la Luna est fantastique. J'en profite pour remercier Stéphane Baquet parce que vraiment on a été super bien accueillis. Oui, on embrasse d'ailleurs toute l'équipe de la Luna qu'on va retrouver avec Speed Radio cet été à Avignon d'ailleurs. Oui, donc ils sont toujours tous adorables. Mais c'est vrai que ton spectacle, pour en revenir dessus, même si on a fait une petite digression sur la Luna, même si on les embrasse, encore une fois, ton spectacle est très très intime, très intimiste. Donc en fait, dans une grande salle, je pense pas que ça aura le même effet que comme ça a été au Coin de la Lune et que ça le sera. À la Scala. Et que ça le sera à la Scala. Bah écoute, ce qui est drôle quand même, c'est que la toute première fois où j'ai présenté ce spectacle en showcase, j'étais au Théâtre de Paris. Oui. J'avais la chance d'y jouer sur les producteurs et donc d'avoir le plateau pour présenter un showcase, pour trouver une production, des partenaires, tout ça. Et donc je me suis retrouvée quand même sur l'immense plateau du Théâtre de Paris devant une salle de 1000 personnes qui n'était pas pleine, hein, on est d'accord. Oui. Mais ouais, c'était... Et franchement, ça a quand même pris une dimension qui était très belle aussi parce qu'il y a pas mal de vidéos, il y a pas mal de voix off et tout, donc ça crée aussi un écho différent. Donc c'est vrai que ça se prête très très bien à l'intimité, avec vraiment ce côté où parfois je peux même casser le 4e mur et tout, comme peut-être sur des plus grands plateaux, c'est aussi ce que je me souhaite, je touche du bois, bien sûr. de pouvoir le jouer dans des salles assez diverses pour des publics assez variés, quoi. Alors, on en a furtivement parlé au début, mais en fait, ton spectacle parle d'une histoire de rupture. Oui. Alors, on peut poser la question, est-ce que c'est basé sur ta vraie vie ? Moi, je connais la réponse, mais mes chroniqueurs et les auditeurs ne savent pas. Est-ce que c'est basé sur ta vraie vie ? Est-ce que c'est ton histoire que tu racontes dans T'as fait danser ma planète ? On va dire que c'est de l'autofiction. Ça peut être un terme qui est un petit peu galvaudé, mais c'est pour le coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je me suis inspirée d'un parcours émotionnel vécu. Donc, une forme d'amour flamboyant qui a pris toute la place et même un peu donc, de l'hyperfusion où on en oublie d'être un peu soi-même et du coup qui a amené à une rupture suite à laquelle je savais plus ce que ça voulait dire exister en fait. Donc tout ce parcours-là, toutes ces étapes-là même de la sensation d'amour et du déchirement de la rupture et du deuil, je les ai intimement vécues. Après, j'ai réécrit les situations, j'ai réécrit les dates, j'avais pas envie de dire comment moi j'ai pu rencontrer cette personne, qui était cette personne, etc. C'était pas le but. Mais par contre, ce que j'ai vécu moi émotionnellement, ça c'est vrai. C'est ce que tu transmets dans ce spectacle. Et ta metteuse en scène, donc Noémie Elbaz, vous êtes rencontrés sur scène ? On s'est rencontrés sur scène sur Hôtel des Deux Mondes, qu'on a joué d'abord au Théâtre Rive Gauche, une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. On était copines de loge, voilà. Et c'est quelqu'un que j'admire. Déjà, c'est une amie, et puis surtout, c'est vraiment une artiste et une comédienne et une metteuse en scène que j'admire énormément, qui a un regard tellement aiguisé et pertinent sur les choses. Donc, à chaque fois qu'on allait faire des sorties théâtre, en fait, elle me faisait une critique du truc, quoi. Et j'étais là, mais t'es trop forte. T'as un regard sur les choses qui est fou. Elle avait fait une mise en capsule aussi, une mise en scène que j'avais adorée. Et donc, de fil en aiguille, quand je cherchais quelqu'un pour la mise en scène, parce que moi je suis arrivée avec un texte où il y avait déjà beaucoup d'images, beaucoup de tableaux, comme c'est une forme un peu hybride, forcément dans l'écriture il y a déjà beaucoup de symboles. En fait j'ai dit voilà, je te confie ça et on voit comment ça te parle, comment tu rêves dessus, et elle en a fait quelque chose, je trouve vraiment de très très beau. Moi, pour ce que j'ai vu, d'après ce que tu dis, ça a changé. Il y a des petites choses qui auront changé depuis. C'est vrai que déjà sur le papier, c'est très beau. Sur scène, c'est très beau. Musicalement, c'est très beau. C'est un vrai voyage. J'allais dire, c'est vraiment un voyage sur la beauté, mais sur la beauté, sur un sujet qui touche tout le monde, qui est très... qui va parler à énormément de monde. Tu voulais rebondir peut-être Oui, on a parlé de vidéos et c'est toi qui conçois les vidéos aussi, c'est ça hein ? Ouais, j'ai co-conçu. J'ai travaillé aussi avec 2 autres personnes sur les vidéos. Mais c'est vrai que moi je suis assez touche à touche, j'ai un petit côté geek sur les bords où j'adore faire du montage, de la prod, du motion design, du graphisme et tout. Donc là surtout sur les nouvelles vidéos qui ont été créées sur la nouvelle version, je m'en suis pas mal occupée, ouais.
D'accord, mais j'ai du mal à imaginer si c'est du motion design justement ou si c'est des choses que tu as filmées ou c'est Il y a un petit mélange des deux. Il y a quand même principalement du motion design parce que ça fait beaucoup écho aussi à des définitions. J'aime me mettre en exergue vraiment certains mots. Donc je me suis amusée à animer du texte. Après, il y a aussi quelques passages vraiment filmés. D'ailleurs, c'est Noémie qui a filmé ça. Après, on a fait le montage et tout. Donc c'est quand même principalement de l'animation. Et après, il y a quelques moments filmés. Ok, super. Ça donne envie en tout cas. Merci. Alors, je vais raconter un petit peu comment j'ai rencontré cette demoiselle. Parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois, Roxane et moi, c'était quelque chose qui était un petit peu redondant. Une histoire de tarte. Ah là là, oui. Voilà. J'explique. T'arrives toujours des trucs, Nadir. Ah, c'est mais- incroyable. non, mais attends, La dernière alors, fois, c'est soit- la pelle, là, c'est la tarte. Ouais, Soit ouais. j'explique, soit j'explique, soit c'est Roxane qui explique. Je te laisse le soin d'expliquer. En 2021, donc un Avignon qui est un petit peu compliqué puisqu'on était en période de Covid, il y avait une comédienne que j'avais rencontrée à Paris un an avant qui jouait dans un spectacle qui s'appelait Les Sœurs Tatin. Et en fait, elle avait trouvé comme parade. Donc, en fait, les Sœurs Tatin étaient deux. Et la deuxième Sœur Tatin, c'était Mademoiselle Roxane. Et la première fois, je les rencontre avec des fausses tartes en plastique en train de proposer aux gens d'aller voir le spectacle. Et il dit, écoute, tu viens voir le spectacle, super, merci. Sauf qu'en fait, pendant tout le festival, il n'y a pas eu 2 heures. Mais toutes les 2 heures, je croisais ces deux nanas en t-shirt avec des tartes en plastique dans les mains. Et à chaque fois, c'était tu viens voir le spectacle, tu viens voir le spectacle. Je dis oui, c'est bon, je viens. Au bout d'une semaine, j'en ai marre. Je dis c'est bon, je vais venir. Je suis venu voir le spectacle, que je trouvais très beau d'ailleurs. Sauf que ça s'est pas arrêté là. Pendant tout le festival qui a suivi, toutes les 2 heures, pareil, les sœurs Tatin dans la rue avec des trucs en plastique. Je dis, putain. À chaque fois, c'est non, c'est bon, je reviens pas 2 fois. Vous faites chier, barrez-vous, vous faites chier, barrez-vous. Et en fait- Difficulté avignonnaise. Bah ouais. non, mais bah surtout oui. avec des tartes en plastique. C'est le centre de gravité de Nadir. Non, oui, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai raconté une histoire de pelle. Là, c'était une comédienne qu'on avait reçue. Elle tractait avec une pelle à la main. Ah Mais elle oui. jouait dans un théâtre où je m'occupais d'une pièce. Donc à chaque fois, elle me disait, si tu viens pas, je t'assomme un coup de pelle. Et la pelle était vraie en plus. Hein. Donc voilà. Donc Roxane, c'est la tarte. La semaine dernière, c'était la pelle. Les aventures Voilà. de Nadir en Avignon, C'est ça. pourrait Ah être là le là. sujet C'est ça. d'une BD C'est ça. incroyable. Ouais, Tout à mais c'est fait. ça, moi, c'est les vacances de Monsieur Hulot ou de Mr Bean, mais dans Avignon. Des fois, j'ai des trucs, je n'ose même pas imaginer ce que va être mon Avignon cette année. D'ailleurs, entre parenthèses, oubliez-moi. Calme-toi sur l'absinthe. hein. Avec Oubliez-moi. quoi je pourrais tracter? Est-ce que je pourrais avoir une espèce de boule de planète? Je sais pas. Alors non, l'année dernière, puisque je te voyais Ouais. tracter dans les rues, elle avait son petit ukulélé Ouais. et c'était tout mignon, c'était tout beau. Hmm. Elle était pas chiante du tout, contrairement avec la tarte. Non, j'essaie d'animer les fils en musique. Mais ça marchait très bien. Et ça marchait très Bah, ça bien. va et, refaire cette année la même chose. Hein. Ah oui, mais là en plus, la Scala, c'est un très très beau théâtre. Donc j'espère vraiment que le public sera autant au rendez-vous qu'il a été l'année prochaine. Parce que là, c'est même pas le journaliste ou le passionné de théâtre qui parle, c'est vraiment l'homme qui a vu le spectacle, qui a vraiment été touché. Parce que vraiment, même si on n'a pas vécu une histoire comme le raconte Roxane, c'est très beau, c'est touchant, c'est drôle, c'est onirique, c'est très onirique. Et j'aime pas ce terme-là, mais ça peut que correspondre. Ce petit bout de femme toute seule sur scène qui raconte cette histoire, on est comme ça pendant tout le spectacle. On sourit, on est captivé par ce qu'elle raconte. Merci. Voilà. Et est-ce que pour toi, ça a été une volonté de t'extirper de la tristesse, de la création du spectacle ou une catharsis? Ouais, en fait, ça a été un tuteur. Ce spectacle de découverte sur moi, parce que forcément je me suis énormément documentée sur la construction amoureuse, sur pourquoi je piédestalisais la relation amoureuse, sur les mythes romantiques, sur d'où venaient mes blessures, mes dépendances, enfin voilà. Donc je dis pas que ça a été de l'art-thérapie quand même, parce que j'ai vraiment fait thérapie et recherche, mais dans un mouvement où c'était compliqué quand même, ce que je vivais intimement, et que j'avais plus spécialement envie d'être sur scène ou de chanter, enfin j'avais plus forcément les ressources émotionnelles pour ça. Écrire ce spectacle m'a quand même
tenu et m'a aidé à tenir debout artistiquement et à garder une ligne conductrice sur ok, je pense que j'ai quand même encore quelque chose à dire et quelque chose à faire sur scène. Donc ouais, ça a été une vraie catharsis et j'ai l'impression que c'est ce que retirent aussi les gens qui viennent voir le spectacle. Comme tu l'as dit, Nadir, on n'a peut-être pas forcément besoin intimement d'avoir vécu ce genre d'histoire d'amour ou ce genre de rupture, mais ça peut faire écho à la perte de quelqu'un, ça peut faire écho à l'absence, ça peut faire écho au vide. Et en même temps aussi, j'ai voulu amener de la fantaisie parce que l'idée, c'était pas de s'apesantir sur la rupture, mais de trouver le chemin de résilience, en fait. De dire, en fait, ça veut dire quoi ? Exister par soi-même quand on pense qu'il pour exister, il faut être une moitié. Et du coup, ça aussi, c'est un peu la nouveauté de cette année, c'est d'un tout petit peu avoir réorienté la raison morale pour encore plus extirper de la lumière, en fait, de ça. J'ai une question par rapport à ça, vu que tu as écrit et que tu joues également. Est-ce que, parce que moi, parfois, j'ai l'impression qu'il y a comme une contradiction entre le fait d'écrire qui peut être très thérapeutique, très cathartique, et qui met à distance un peu parfois les émotions, qui les purge, et le fait de, quand tu représentes, quand tu joues, devoir les revivre à fond, les réincarner. Est-ce que pour toi, c'est une contradiction ou est-ce qu'au contraire, ça se nourrit, les deux arts se nourrissent et te permettent de retrouver la force des émotions ? Ah, c'est hyper juste. Ça m'a donné des frissons. Ouais, en fait, dans le processus d'écriture, j'ai l'impression qu'il faut amener la juste distance pour que ça devienne théâtral. Pour que ce soit pas juste une confession, un journal intime, et du coup, qui pourrait moins parvenir. Donc, effectivement, dans ce process-là, il faut un peu se mettre à distance et écrire une pièce comme si elle pouvait même être jouée par une autre comédienne, presque. C'est ça, ouais. Et après, de devoir réincarner les choses. Parce qu'en plus, voilà, je suis aussi coproductrice, j'ai co-créé les musiques, j'ai fait beaucoup de choses dans ce spectacle. Donc, à partir du moment où j'arrive sur le plateau, il faut aussi que je me dise, là, je suis juste interprète et plonger dans mon histoire. Et encore une fois, prendre cette histoire comme si une autrice me l'avait confiée, en fait. Ouais, okay. Et donc, c'est à chaque fois dire, c'est un peu schizophrénique, j'avoue. Et là-dessus peut venir une forme un peu de paradoxe, mais je le vois comme un jeu, quoi. Je pense que la mise en scène aussi dans ce cas-là a un poids hyper important pour pouvoir avoir sa propre vision, s'approprier ton propre texte et du coup te permettre de mettre une vraie distance, en fait. C'est ça parce que encore une fois Noémie, elle apporte ce regard où en fait elle voit des passages, des monologues dans ce que j'ai écrit et vraiment on le réinvente comme si je sais pas, je dis n'importe quoi, comme si c'était Duringer ou peu importe. Je me compare pas du tout à Duringer, c'est pas cette prétention là, mais de vraiment se dire ok, là ouvre les sens, ferme les sens, crée des ruptures, met en exergue, et donc vraiment je redécouvre aussi un peu des fois ce que j'ai écrit. Des fois, elle me donne du sous-texte et j'étais là. Alors, c'est pas du tout ce que j'avais pensé quand je l'écris, mais ça peut complètement fonctionner. Et ça, c'est un vrai jeu, ouais. Et parce qu'il y a deux visions différentes, enfin même plusieurs venant de toi. Il y a la vision de l'autrice, il y a la vision de la femme en elle-même, il y a la vision de la comédienne et il y a même maintenant la vision de ta metteuse en scène. Ouais. Donc il y a plusieurs paires d'yeux, on va dire, entre guillemets, sur un spectacle comme celui-là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe de fou et j'ai trop de la chance. Même après tout le travail de la lumière, du son, de la création sonore, je sens que là, tout le monde travaille pour raconter cette histoire et c'est ça qui, moi, me fait mon plus grand bonheur, quoi. Et c'est un bonheur que tu fais partager aux gens. Donc je répète, après-demain, jeudi, je sens te mettre la pression au théâtre de l'Archipel à 20h. Il y a une première partie avant toi, il faut le préciser, qui s'appelle Simon Odius. Voilà, Simon Odius. Et donc après, tu nous fais découvrir ta planète. Exactement. Parce que je tiens juste à préciser un tout petit truc, c'est que l'Archipel, c'est aussi une scène vachement concert, musique. Et Fabrice Roux, qui est donc mon producteur et qui tient l'Archipel, vraiment est en train de faire émerger cette salle comme un lieu hybride, justement, entre théâtre, musique, concert. Et donc, c'est vrai que c'est assez particulier de dire que tu fais une première partie musique d'un spectacle, d'un seul en scène. Mais je trouve ça trop chouette aussi parce que c'est un spectacle, c'est une forme hybride. Donc moi, tout ce qui sort un peu des formats... des sentiers battus, oui. Ouais. Et moi, j'avais une question. C'est que tu disais qu'il y avait 13 musiques que tu avais écrites. Et les 13 sont dans le spectacle ? Ouais. Okay. Les 13 sont dans le spectacle. Dans l'album, en fait, j'ai créé il y a des petits interludes, du coup, qui sont que musicaux. Parce que pour moi, ils sont sur scène, mais je trouve que même dans l'objet de l'album, ça racontait l'histoire. Et en plus, sur le plateau, il y a d'autres ambiances sonores qu'il n'y a pas dans le disque. Mais par contre, toutes les chansons du disque sont sur le spectacle. D'accord, chouette. Ouais. Bravo. Merci.
Et on va redonner l'heure aussi pour Avignon, puisqu'on l'a même pas encore dit depuis le début, ce sera à midi Ouais. à la Scala Provence. Oui. T'as fait danser ma planète. Ça fait danser ma Danser ma planète. planète. On va parler un peu de ta carrière pour Ouh là là. mettre en avant notre chère chroniqueuse. Donc, on a parlé des Sœurs Tatin. Là, on parle de « T'as fait danser ma planète ». Mais il n'y a pas si longtemps, au Théâtre de Paris, justement, puisque tu en as parlé furtivement tout à l'heure, tu jouais... comment s'appelait déjà ce personnage ? Tu veux le nom complet ou tu veux la version raccourcie? Bah, si je vais dans l'idée du texte, Ok. alors... Je appelle-moi Ulla Inga Hansen Benson Jonsson Talen Hallen Spannen Svensson. Et c'est quoi le prénom ? Oula. Voilà, voilà, dans Une Suédoise. les producteurs de Mel Brooks qui avait été Tout à fait. adapté par Alexis Michalik, où là, c'est un rôle qui est complètement aux antipodes de ce que j'ai pu voir entre les Sœurs Tata et T'as fait danser ma planète. Mais C'est un vrai rôle de composition, ouais. Ah bah ça, connaissent un petit peu l'univers de Mel Brooks. C'est vrai qu'il a un petit peu été suraugmenté par rapport au film. Je sais pas si quelqu'un connaît un peu l'univers de Mel Brooks, mais le bien film sûr, original j'adore. avec Gene Wilder et Zero Mostel, le personnage de Oula était meilleur. Ouais, un C'était peu quasiment écarté. rien et a été remis un petit peu en lumière dans la version musicale qu'a fait Mel Brooks dans le film qui avait été fait du musical avec Nathan Lane, Matthew Broderick Et Uma Thurman. Uma Thurman dans le film. Et Will Ferrell aussi. Et Will Ferrell qui jouait... L'allemand. je me rappelle Oui, pas son- l'auteur l'auteur, avec ses oui, pigeons là, sur oui, le c'est toit. ça. avec ses pigeons, c'est le nom Franz. Franz Klipkin, voilà. Et là où là était absolument je ris encore juste rien que ce passage là quand t'as dit le nom, ça prend 2 plombs. Au Ouais. Scrabble, ça vous pouvez gagner tout de suite une partie, hein. Il faut bien prendre en note. Et justement, notre chère chroniqueuse Lisa voulait nous parler un petit peu de cet univers, pas l'univers Mel Brooks, mais un petit peu l'univers Alexis Michalik. Lisa, le micro est à toi. Merci Nadir. Oui, parce que j'ai vu récemment la dernière création d'Alexis Michalik, Passeport. Peut-être que d'autres parmi vous l'ont vu, mais Oui. Nadir, je Oui, sais, oui, tout le oui, monde l'a vu. Oui. Oh ben voilà, bon, bah, très bien, vous pourrez renchérir. Alors, Passeport, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, raconte l'histoire de Issa, jeune migrant laissé pour mort dans la jungle de Calais, qui a perdu la mémoire. Le seul élément qu'il a de son passé est son passeport. Il entame une longue quête afin d'obtenir un titre de séjour. Passeport, c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée et que j'ai trouvée très utile politiquement pour non seulement comprendre le trajet des migrants, le fonctionnement français et européen de l'accueil, le vivre de l'intérieur, puisqu'au fond le théâtre sert bien à ça, à nous mettre virtuellement à la place des autres, intimement, émotionnellement, mais aussi j'ai trouvé que c'était une pièce qui apportait des arguments concrets et logiques au débat. On a d'ailleurs un moment de débat entre deux personnages où on est plus sur le domaine de l'argumentaire logique et ça permet d'ajouter des éléments chiffrés et factuels. Et ça m'a donné envie d'acheter la pièce et de la lire pour vraiment retrouver ces éléments chiffrés. Un débat de qualité sur scène, comme on n'en voit pas assez malheureusement, toujours chez nos politiques. Mais bon, passons. Oui, il y a Saviez-vous pas de par polémique. exemple... Comment ? Pas de polémique. Pas de polémique du tout, mais je trouve qu'en tout cas, le débat est riche. Saviez-vous par exemple que les migrants qui voulaient aller à Londres ne voulaient pas avoir leurs empreintes digitales prises dans un pays sur le chemin, sinon ils étaient considérés comme réfugiés de ce pays-là et ils seraient renvoyés automatiquement en cas d'arrestation dans un autre pays. Donc pour éviter qu'on leur prenne leurs empreintes, eh bien de très nombreux se brûlent les doigts et le pire c'est qu'ils doivent le refaire tous les 2 mois car les empreintes digitales se reforment rapidement. Connaissez-vous encore l'origine de l'expression « la jungle de Calais » ? Je vous laisse le découvrir en allant voir la pièce ou en la lisant. Car ne l'oublions pas, il est aussi possible de lire du théâtre et je pense que cette pièce-là, comme je le disais, fait partie de celles qui s'y prêtent tout particulièrement. Je m'interroge beaucoup en ce moment sur ce qui rend un personnage attachant ou non et je voudrais me servir de ce prisme-là pour traiter de Passeport et d'Intramuros, autre création d'Alexis Michalik qui date, elle, de 2017. Intramuros, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça raconte un cours de théâtre en prison mené par un metteur en scène névrosé, cours de théâtre dans lequel seuls 2 détenus s'inscrivent qui vont peu à peu dévoiler leurs secrets. Alors, comme j'aime bien faire des rapprochements un peu improbables, je voudrais noter qu'à mon sens, Alexis Michalik applique très bien dans ces 2 textes une des règles de base de la dramaturgie énoncée il y a bien longtemps par Aristote dans la Poétique. Vous verrez, ça semble loin, mais en réalité, c'est encore aujourd'hui le b.a.-ba de la scénarisation. Selon cette règle, le héros doit commettre des actes atroces, mais malgré lui. Sinon, on ne peut pas vraiment s'attacher à lui, vous comprenez ? Le modèle de ça, à l'époque d'Aristote, c'est Oedipe. Pensez-y. Oedipe tue son père et épouse sa mère justement parce qu'il veut éviter cette malédiction familiale qu'on lui annonce. Et que, entendant qu'il va commettre ces actes horribles, il quitte ses parents adoptifs et se rend sans le savoir dans la patrie de ses vrais parents.
Et là, pas de chance, on connaît l'histoire, un accident de charrette contre un vieil homme tourne mal, il le tue et apprendra bien plus tard que c'était son père. Je ne vais pas plus revenir sur le mythe d'Oedipe, je pense que vous avez compris l'idée. Eh bien, même si je ne peux rien divulgacher de l'histoire de Passeport et d'Intramuros, comme dit si bien Roxane, qui n'est pas là aujourd'hui, on retrouve ce procédé dans Intramuros, donc, qui prend comme personnages centraux des prisonniers. Certains sont là pour des très longues peines, donc a priori des êtres qui ont commis le pire, mais on comprendra que c'est plus compliqué que ça. Toute l'ironie dramatique est là. En voulant faire le bien, on commet parfois le pire, ou bien on passe pour un criminel. Dans Passeport, un des personnages phares est également suspecté, à un certain degré de l'histoire, d'être un dangereux meurtrier. Un autre aura longtemps le doute de savoir s'il n'a pas causé un tort terrible à quelqu'un sous le coup de la colère. Tout comme lorsqu'on annonce ces crimes terribles à Oedipe, on est choqué de soupçonner nos héros préférés. Sont-ils capables d'actes si terribles ? Un procédé qui maintient le suspense, qui renforce notre attachement au personnage. Même si le héros se révèle le jouet du sort, in fine, s'il n'a pas voulu causer le mal directement, il n'en est pas pour autant exempt de toute responsabilité. Au contraire, il doit, même s'il a péché malgré lui, faire œuvre de rédemption. Et tout comme Oedipe se rendra aveugle pour purger sa peine terrible, dans Passeport, le personnage principal fera le deuil de lui-même, de son identité pour purger sa peine, et sa peine de ne pas réellement savoir qui il est. Dans Passeport comme dans Oedipe, il y a une petite question d'adoption. La question de l'identité, de l'adoption, de la découverte de ses vrais parents, on la retrouve également en filigrane dans Intramuros. Mais je ne veux rien gâcher à votre surprise, alors quand vous serez allé la voir, laissez-moi savoir si vous avez vu d'autres points de comparaison avec le mythe d'Oedipe. Vous pouvez m'écrire sur Apax Critique sur Insta. Apax, ça s'écrit avec un H. Donc H-A-P-A-X. Si je peux résumer, Alexis Michalik réussit à rendre ses personnages attachants avec une petite recette qui est la suivante, l'ironie dramatique, on fait le mal malgré soi, où on se retrouve jugé pour un crime qu'on n'a pas commis en raison de malentendus terribles, et la rédemption, pour purger son crime, un personnage en viendra à renoncer à une part de son identité. Et j'espère que vous avez apprécié mon rapprochement entre Oedipe et les personnages de Michalik, je la trouve plutôt incongrue mais finalement assez réaliste. Ces deux pièces sont encore jouées pour un moment à Paris, mais aussi à Nantes pour Intramuros, et encore une fois, vous pouvez également vous en procurer les textes. Bravo. Merci Lisa. Donc oui, j'ai un peu fait le lien entre Roxane et ta chronique, mais sauf que quand Roxane, les producteurs, Alexis en a fait l'adaptation, si je dis pas de bêtises, la mise en scène. Ouais. Ça a très très bien marché, puisque c'est très rare qu'un spectacle musical atterrisse au Théâtre de Paris. Il n'y en a pas eu énormément. Et les producteurs, succès oblige, même prolongé, parce que je crois qu'il ne devait pas rester aussi longtemps. On était parti pour une saison, on en a fait 2. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui, ouais. Succès 2 oblige. saisons complètes, ouais. D'ailleurs, petite question, avant les producteurs, est-ce que vous savez quelle était la dernière pièce de théâtre musicale qui s'était jouée au Théâtre de Paris ? Alors, attends, c'était peut-être pas musical, mais il y a eu le banquet, mais c'était pas vraiment musical. Non, je pensais pas au banquet, moi. Alors, ça date d'il y a quelques années. C'était une pièce adaptée d'une comédie musicale de Broadway qui s'appelait La Petite Boutique du Coin de la Rue, qui en français s'était appelée Rendez-vous. Et sur scène, dans ce spectacle musical, vous aviez en tête d'affiche Cadmerade, Laurent Lafitte de la Comédie Française et Pierre Santini. Et c'était au Théâtre de Paris, donc il y avait une très très belle distribution. Malheureusement, le public n'a pas été au rendez-vous. Voilà. Mais on espère que le public, il y a intérêt à ce que le public soit au rendez-vous pour le spectacle de Roxane qui s'appelle T'as fait danser ma planète. Jeudi au Théâtre de l'Archipel et cet été à midi à la Scala Provence. Et pour vous donner encore une fois envie de venir découvrir ce spectacle, on va vous offrir un second extrait qui lui s'appelle tout simplement et tout aussi de toute beauté Ta Louve. On vous laisse écouter, on se retrouve tout de suite après. Mais c'était plus facile de laisser passer, de tourner la clé et rester immobile. C'était moins risqué de passer la main, d'attendre à demain pour te laisser guider. Toi qui connais le monde, je me faufilerai dans tes bras. J'attendrai sagement là que se fasse la ronde et blottis bien au chaud dans le confort de ta peau. Je me ferai une maison et j'en oublierai mon nom.
pas d'oublier ma voix, de rester là timide, c'était moins dangereux, de refermer le tiroir, de ne garder que l'histoire que je lis dans nos yeux. Toi qui aimes les gens, je me cacherai dans tes paroles, j'apprendrai quand tu rigoles à le faire plus souvent. Et dans ce joli refuge que je viens de tisser, je laisserai le temps couler en attendant le déluge. Toi qui es mon foyer, où je viendrai hiverner pour que tu me couves, je resterai ta louve. Toi qui es mon foyer, où je viendrai hiverner en attendant que je me trouve, je resterai ta louve. Très bel extrait du spectacle de Roxane, T'avais dansé ma planète, C'est sublime. qui s'appelle Talou. Merci beaucoup. J'en profite juste pour glisser qu'il y a un clip de cette chanson qui est sorti et que ça me ferait très plaisir que vous alliez le regarder. D'ailleurs, il y a le clip, mais il y a aussi, et ça, faut le souligner, il y a des petites vidéos humoristiques que fait Roxane sur Instagram, justement autour de ce spectacle. Et chaque fois que j'y vois, je dis, mais où elle va, où elle va. C'est complètement barré. On entend des fois quelques petits trucs, quelques petites chansons de son spectacle, mais il y a aussi quelques chansons connues Des covers, qui passent par-ci, par-là, mais c'est très humoristique. Allez sur le compte donc Instagram de cette jeune demoiselle pour découvrir vraiment son univers qui peut être très tendre mais complètement barré aussi. Ouais, j'aime bien Des amener fois. l'autodérision, quoi. En fait, Mais ça marche bien. rire de ça et de mon côté ultra romantique et parfois, bon, un petit peu trop. Ça marche très Mais bien. déconstruire aussi des choses et justement à coup de chansons de Jennifer et de... voilà. T'as pas fait... Il n'y avait pas Clara Luciani ou Zao Sagazan Non, j'ai Non, fait Aloïs Sauvage, j'ai fait Lisa Pariante récemment, j'ai fait Jennifer Oui. dimanche. Bon, voilà quoi. Ouais, donc vraiment, allez voir ces petites vidéos, elles sont vraiment extraordinaires. Alors là, on parlait de petites vidéos sur Instagram, mais là, on va parler de grandes vidéos, puisqu'on va au cinéma avec Zach, qui va nous parler d'un film qui s'appelle... Rokia. Voilà. Oh. De quoi parle ce film, Zach? Alors, du coup, j'ai eu envie de rester un petit peu dans le thème de c'est quoi, il y a 2 semaines qu'on a reçu Rémi Prin, Il y a à peu 3 près 2 semaines semaines. maintenant, ouais. 2-3 semaines. ouais. 2-3 semaines. Et quand on parlait de chasse aux sorcières, alors je suis allé voir le film Rokia, qui est encore en salle, je suppose. Il reste quelques séances, donc dépêchez-vous d'y aller. Et qui est réalisé par Saïd Beksibia, un ancien fleuron du collectif Courtrajmé, et qui réalise son premier long métrage avec l'incroyable Golshifteh Farahani dans le rôle principal. On suit l'histoire de Nour, qui élève seul son jeune garçon en banlieue parisienne et qui, pour subsister au quotidien, s'occupe d'importer des animaux exotiques pour le compte de guérisseurs et de marabouts pratiquant la rokia. La rokia, c'est une utilisation de la parole divine propre à l'islam et qui est grosso modo l'équivalent de l'exorcisme dans la religion catholique. Nour vit donc seul avec son fils, entouré de lézards, de serpents, de grenouilles et d'araignées, et tente de composer avec une autre forme de toxicité, celle qu'exerce sur elle son ex-mari, et qui est joué par l'humoriste Jérémy Ferrari. Le mec brûle toutes les étapes et pour son premier rôle au cinéma s'offre un rôle à contre-emploi dans lequel il excelle. Difficile d'en dire trop sur l'histoire pour ne pas divulgacher. Salut Roxane. Mais c'est une chasse à la sorcière que nous propose Saïd Beksibia. Un vrai thriller anxiogène dont le rythme effréné est porté par une comédienne au sommet de son art. Golshifteh Farahani incarne et rassemble toutes les femmes accusées de sorcellerie par un patriarcat buté. Elle imprime littéralement à l'image toute la tension viscérale que peut ressentir une femme seule contre tous. On transpire avec elle tant la cabale montée et croissante. Le scénario a d'ailleurs l'intelligence de montrer les réseaux sociaux comme une forme de sorcellerie moderne. La transe frénétique se nourrit de chair fraîche, il faut partager, il faut liker, il faut condamner. Non pas parce qu'on s'indigne, mais parce qu'on veut exister, à tout prix. La mise en scène est vénéneuse, les thématiques abordées ne sont pas celles que l'on croit, et le film utilise des codes de cinéma de genre pour illustrer un parcours de femme qui aurait pu s'allier aux femmes de Salem quand elle dit «
On m'accuse de sorcellerie, mais je crois que je suis juste en colère, en fait. Allez voir ce film si vous en avez l'occasion. Je trouve que depuis peu, peut-être depuis la Palme d'Or Titane de Julia Ducournau, le cinéma français ose de plus en plus s'aventurer dans les terres arides du genre. Et pour ses pépites les plus récentes, Le règne animal de Thomas Caillet et Vincent doit mourir de Stéphane Castan, Rokia place une pierre supplémentaire et dans ce cas précis, il actualise de façon admirable la figure de la sorcière. Bravo. Bravo Zach. En effet, c'est vrai qu'on parle beaucoup souvent du cinéma français à travers les grosses comédies. Là, on parle beaucoup du film d'Artus, un petit truc en plus qui cartonne, qui a fait plus de 6 millions d'entrées. Le film est très bien, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que un cinéma comme Rokia, comme Le règne animal, Titane et autres, on en parle parce que ça va au Festival de Cannes, mais au niveau de la fréquentation, même dans les médias, on en parle très très peu. On en parle que s'il y a des têtes d'affiche dedans. Ouais, Le règne animal a pas mal fait parler de lui parce que c'est un film qui rassemble plusieurs genres. C'est un drame familial, c'est un film de genre. Enfin, Il y avait Acide aussi. Il y avait Acide, oui. Acide, aussi, d'ailleurs. Et Vincent doit mourir, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je vous conseille de le voir. C'était qui déjà le personnage principal de Vincent doit mourir? C'est Karim Leclou. Ah oui, c'était Karim Leclou, voilà. C'est ça, qui était un très très beau film d'ailleurs. Ah, magnifique. Il était excellent. Alors, ce sont les dernières minutes de notre émission, et je voulais aborder avec vous un sujet qui coïncide un petit peu avec la présence de Roxane. On va parler un peu du Festival d'Avignon. Parce que donc Roxane y est cette année avec son très beau spectacle qui s'appelle T'as fait danser ma planète. Plus besoin de le dire, c'est génial. On a dit en ASMR. On pourrait même le faire Zach. en armo, tu sais. Ouais. Ah ben on pourrait, les choristes. Parce qu'on est dans le musical, autant le faire façon les choristes cette année. Donc à la Scala. Pourtant, c'est un Avignon qui est assez compliqué puisqu'il a été décalé à cause des JO. Et on a su il y a quelques jours le nombre de spectacles qui allaient être à Avignon cette année. Je vais pas vous faire rêver, je vais plutôt faire peur parce qu'on a quand même dépassé encore le nombre. Ouais. On est à plus de 1600 spectacles, on est à 1617 ou quelque chose comme ça. Pour un Avignon qui était censé être moins chargé et compliqué à cause des JO, on a encore dépassé le nombre de l'année précédente, qui pourtant l'année dernière était une année à peu près normale. 2022 pareil. Là, moi je trouve... Ça augmente tous les ans. Mais en fait... Il n'y a plus de normalité. L'année dernière, 2022-2023, c'était encore correct parce qu'on était revenu sur les chiffres de 2019. On était à moins de 1500 spectacles. L'année dernière, on n'était pas à plus de 1600, on était à 1500 et quelques l'année dernière, hein, pas plus. Hein. Parce que ça ne comptait pas les one-shots. Sauf que cette année, allez savoir pourquoi, peut-être pour gonfler un peu le chiffre, dans les 1600 et quelques, ça compte les exceptionnels qui font qu'une semaine, ça compte les one-shots. Ok. Pourquoi donc au final, on est au même pratiquement... Mais non, même pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est encore quand même à 1600. C'est-à-dire qu'en fait, allez, on va dire, on est entre 1600 et 1650 spectacles en tout. Mais entre 1600 et 1650, c'est les one-shots, c'est les showcases. Mais il y a quand même 1600 spectacles qui font toute la durée du festival. Après, il y a aussi justement les dates qui sont un peu décalées. Hein. Il y en a qui commencent le 29, d'autres le 2, d'autres le 3. Enfin, c'est vrai que ça va être une année un petit peu particulière et surtout un nombre plus élevé, mais sur la question de la fréquentation. En fait, c'est surtout ça aussi où le bas blesse peut-être. Oui, parce qu'il y a certains, comme tu le disais, certains théâtres vont commencer le 29, d'autres commencent le 3. Donc là, entre le 29 et le 3, ils les comptent comme s'ils faisaient le festival en entier. Hein. Ils ne les ont pas mis dans la partie showcase. Mais ouais, moi je trouve quand même, vu que c'est un Avignon où beaucoup de gens disaient, ouais, mais vu que c'est décalé à cause des JO, il ne va pas y avoir beaucoup de fréquentation, on ne va pas le faire. Je dis, mais comment il y a encore autant de compagnies qui ont pu y aller et on sait aussi que les tarifs des théâtres, eux, n'ont pas changé par rapport aux années précédentes, ou alors ils ont fait ça discrètement pour pas le montrer, et c'est tout à leur honneur, mais les prix de location n'ont pas bougé d'une année sur l'autre, malgré le décalage, malgré l'épée des JO qui est suspendue au-dessus de la tête de ce festival. Moi, je m'inquiète un peu, comme tu le disais, Roxane, sur la fréquentation. Sur la première semaine, on va dire, du 29 au 3. La semaine du 29 au 3, il y en aura encore qui seront en période scolaire, pas sûr qu'il y aura du monde. Et après...
les professionnels seront-ils aussi présents C'est ça. cette c'est année? surtout ça, en C'est fait. ça, la il y en a qui question. ont des enfants. Voilà, le festival sert aussi de vitrine, de tremplin pour faire venir des programmateurs. C'est aussi comme ça que nous, on peut récupérer et qu'un spectacle en fait est viable. Et effectivement, si ces personnes ne peuvent pas venir, en tout cas sur toute la première semaine, ce qui représente quand même presque le tiers de notre exploitation, Bien sûr. parce qu'effectivement, c'est encore période scolaire, etc. C'est un petit peu, c'est une vraie interrogation et je suis très curieuse de voir comment ça va se passer. Après, les théâtres qui ouvrent le 29 disent que, comme c'est après 55 ans, je crois qu'il y en a 50% qui commencent le 29, 50% le 3, ils disent, même s'il y a moins d'affluence, il y aura moins d'offres, donc on devrait s'en sortir, quoi. Mais bon. La Scala, ça commence le 29. Ouais, moi je commence le 29. Vous ouvrez le 29. Il y a le théâtre actuel, puisque nous recevons après-demain Sandrine Sebil qui jouera La Voix d'Or au théâtre actuel, commence également le 29. Et les Téméraires aussi. Et les Téméraires aussi, puisqu'elle joue dedans. Voilà. En fait, il y a vraiment les gros théâtres, j'ai l'impression, commencent le 29. Dans les gros théâtres, je crois qu'il n'y a que le théâtre du Roi René qui commence le 3, puisqu'on en avait parlé avec Alexiane qui joue Phèdre. Eux, ils démarrent le 3 juillet. Oui, mais c'est assez mitigé, donc je ne sais pas déjà comment les professionnels, eux, peuvent s'en sortir. Et même, donc là, on parle de professionnels, mais même le public lambda, j'aime pas ce terme, mais le public lambda, lui, va se retrouver dans ce festival. Genre, mais ça commence là. Comment est-ce qu'on va faire? C'est vrai qu'en termes de lisibilité, c'est pas évident pour les gens. Pour savoir tout ça, on se donnera rendez-vous. J'espère que, toi, Roxane, on s'y retrouvera, c'est sûr. C'est sûr. Mais s'il y en a parmi vous, dans mes chroniqueurs qui venaient à Avignon cet été, on se retrouvera sur Speed Radio et on en touchera un petit mot. Je pense que ça pourrait être très intéressant. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup, Roxane, d'être venue avec nous ce matin. Donc, on rappelle ton spectacle qui s'appelle J'ai fait ma ma planète. planète. Voilà. Et je me suis même plantée quand même. Ah bon? Ça fait juste 15 fois qu'on le T'as dit dit, quoi? voire T'as dit 30. quoi? J'ai dit j'ai fait danser ma planète. Non, C'est c'est très pas, bien elle se le fait aussi. pas danser c'est la elle-même. version 2. Ouais. Excuse-moi, Ça, c'est la suite. C'est la suite du T'as premier. fait danser ma planète. Voilà, qui sera jeudi à 20h au Théâtre de l'Archipel et qu'on retrouvera à Avignon du 29 juin au 21 juillet à midi à la Scala Provence. Courez-y, c'est un spectacle absolument magnifique, c'est un vrai petit bijou. Et je ne parle même pas de l'artiste et de la femme qui est une personne que j'apprécie énormément et je suis vraiment touché qu'elle soit venue ce matin avec nous. Nous, on se retrouve jeudi avec notre nouvelle invitée. D'ici là, portez-vous bien et à jeudi.